Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. Nous avons Nick Payne avec nous. Tiens, Nick Payne qui est analyste politique. Nick, comment ça va? Salut Richard, ça va bien toi? Ça va très bien. Écoute, le dossier de l'immigration. Est-ce que tu penses, toi, dans ta boule de cristal, que Justin Trudeau va reculer? Parce que là, écoute, là, il y a le vent en face. Là. Ouais. Quelle question. Ce ne sera pas très long de répondre à ça. Je ne pense pas. Je pense que Justin Trudeau est dans l'idéologie pure à ce sujet-là et il est entendu pour lui que toujours plus est toujours mieux. Alors, il y aura peut-être de petits aménagements qui seront faits, mais on a l'habitude depuis un moment dans ce dossier-là de voir Justin Trudeau lâcher un peu de lest d'un côté, puis de l'autre côté, modifier des règles pour compenser finalement. Hein. Tu te souviens, quand on a fermé Roxham, ben on a bidouillé, tripatouillé les règles concernant les visas par ailleurs. Alors finalement, on se retrouve avec la même quantité de demandeurs d'asile, ou en tout cas, on compense, oui. On reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Alors non, je pense pas que Justin Trudeau va accéder aux demandes de François Legault. Mais justement, ce sont les demandes de François Legault, moi, qui m'ont intéressé. Hier, évidemment, la fameuse lettre écrite à Justin Trudeau. Je ne sais pas si tu as remarqué, Richard, mais ceux qui nous disent d'habitude que tout discours qui fait un lien entre immigration et problématique point de vue identitaire, nation, capacité d'intégration. Tous ceux qui nous disent que ça, là, c'est du racisme, c'est pas bien, il faut pas aller là, tout ça. Hier, ils étaient très heureux de la lettre de François Legault. Hein. Ils trouvaient que c'était juste le bon ton, le bon propos. Et c'est pas étonnant parce que la lettre de François Legault était vraiment celle du commis départemental qui écrit au bureau chef. Hein? C'était vraiment des technicalités. Il n'y avait aucune velléité d'affirmation du Québec comme nation là-dedans. Il y avait rien qui touchait la question de l'intégration, du français, de l'identité, et ainsi de suite. C'était vraiment juste le gars de la province qui se plaint à Ottawa que Ottawa le laisse un peu tomber. Alors, ça, vois-tu, ça fait des satisfaits. Ça fait des gens qui disent « Ah, ça, c'est très bien, le Québec est à sa place. Hein? Le premier ministre provincial se comporte comme un provincial, c'est merveilleux. » Mais, incidemment, quand on se comporte comme ça, on n'obtient rien non plus. Hein? Alors, je reviens à ta question de départ. Je serais très étonné que Justin Trudeau, là, à part un peu de spectacle, change de... Tu sais, François Legault, bon, c'est correct, là, il a écrit là-bas une lettre à Justin Trudeau en disant on est en train d'atteindre le point de rupture, mais je veux dire, on a certains pouvoirs en immigration aussi au Québec. Pas tous les pouvoirs. Certains pouvoirs. Premièrement, il aurait pu dans sa lettre dire on a besoin de davantage de pouvoirs en immigration, il l'a pas dit. Et deuxièmement, ben écoute, on pourrait nous autres aussi resserrer à la vis, puis on le fait pas. Absolument. Puis Legault ne parle pas de toute la question d'immigration temporaire qui a explosé sous sa gouverne aussi au Québec. Alors effectivement, il y aurait des choses à faire, mais on voit bien qu'on est dans la CAQ 2.0, hein, c'est-à-dire la CAQ deuxième mouture. Donc, c'est une sorte de continuité du Parti libéral désormais, très orienté sur les affaires et l'économie, entre guillemets. Et donc, François Legault, clairement, là, ne veut plus déplaire aux chambres de commerce et à son aile plutôt libérale qui emmène large aujourd'hui dans la CAQ. Alors lui, pour ça qu'il n'a même pas touché à ça dans la lettre d'hier, s'est attaqué à la question très, très, très pointue des demandeurs d'asile. Il n'a même pas évoqué le fait que le droit d'asile est détourné aujourd'hui, en fait. C'est une filière d'immigration derrière laquelle, d'ailleurs, il y a une sorte de commerce aussi. Là. Il n'a même pas critiqué ça. Alors, moi, la fameuse lettre, vraiment, j'ai trouvé ça très, très... Des vœux pieux, ce sont des vœux pieux, là. C'est très faible. Et écoute, Justin Trudeau nous en a passé une petite vite en tabarnouche, parce que quand, sous la pression, il a fermé le chemin Roxham, puis on s'est dit, tout est correct, mais en catimini,
sans le dire. Il a changé les règles qui fait que maintenant, c'est aux aéroports que ça se passe. Parce que Oui, les gens qui venaient ici et qui avaient un visa de visiteur, par exemple, tu devais t'engager à retourner dans ton pays après à 2 telle date. semaines, après 3 Ouais. semaines, à telle date, tu t'engageais de retourner dans ton pays. Il a changé ça en disant, ben, ceux qui ont un visa de visiteur, vous pouvez faire une demande d'asile une fois arrivé ici, puis rester ici au Canada. Puis il ne l'avait pas dit, c'est les journalistes qui ont sorti ça. Richard, ça s'appelle une politique de population. C'est ça le vrai Oui. mot pour ça. Le gouvernement Trudeau n'évoque jamais cette chose-là, mais de toute évidence, il y a une volonté très forte d'accueillir des mers, des océans d'immigrants de toute nature là, au Canada. Et ça, c'est une politique. Là. On a des raisons de faire ça. Et ces raisons-là, on ne les connaît pas. Alors, est-ce que Ben c'est non, parce qu'on pourquoi veut il fait que ça? je ne sais pas si tu as vu les calculs de Frédéric Lacroix cette semaine, mais au rythme où vont les choses actuellement, en 2095, le Canada compterait 468 millions de personnes. C'est complètement délirant. Mais clairement, on a un but. Et lorsqu'on a, j'y reviens, lâché un peu de l'Est en Mais fermant Roxham, mais on s'est dépêché de modifier les règles, comme tu viens de le dire, pour s'assurer que ça rentre d'une autre façon. Alors clairement, on a des objectifs populationnels très clairs à Ottawa et on ne veut pas nous les dire. Normalement, une politique comme ça, c'est écrit quelque part, là, puis on ben sait où on oui. s'en va, on sait pourquoi on veut le faire. Alors ici, du point de vue québécois, on est obligé de se demander s'il n'y a pas une forme de volonté de nous noyer par la démographie. Hein? Ça ce serait dans la continuité de l'histoire du Canada tel qu'on le connaît. De toute façon, j'ai peut-être l'air de faire dans la théorie du complot, mais à un moment donné, quand ça a 4 pattes puis du poil puis ça jappe, on peut appeler ça un chien. Mais, Alors, la politique du gouvernement Trudeau est très, très clairement dirigée vers l'immigration plus que massive. Là. C'est pour mais ça que en même temps, ça, c'est pas étonnant. Il l'avait dit. Il l'avait dit. Il venait de se faire élire la fameuse entrevue au New York Times. Le Canada sera le premier pays au monde transnational, c'est-à-dire sans identité propre, sans culture propre, sans histoire propre. Ça va être un hôtel. On va accueillir des gens. Tu t'installes ouais. ici et c'est tout. Ça, Et c'est le vernis. ben oui. Hein, parce que c'est pas vrai. Le multiculturalisme et la prétendue post-nationalité, ce sont les habits de noblesse un peu woke, progressiste, de l'assimilation à la canadienne. Si les Canadiens anglais se permettent ce genre de posture-là, c'est qu'ils savent bien que leur culture anglo-américaine est un rouleau compresseur et que de toute façon, tout ça sera anglo-conforme. À ce jour, on ne craint pas beaucoup encore, ni à Toronto, ni dans l'ouest du Canada, de perdre l'anglais. Là. Hein? On n'en est pas là Oui. du tout. Alors, Mais, post-national, puis ce genre de propos-là, ça s'adresse beaucoup aux Québécois. Hein? Oui, les histoires de nation, c'est derrière nous, ça n'existe plus, c'est pas important. C'est surtout quand ça concerne les Québécois qu'on dit ça, mais s'il fallait qu'un jour le Canada se sente réellement menacé dans sa culture, lui qui est un pays satellitaire des États-Unis d'Amérique, là, puis qui est complètement, encadré, imbriqué dans cette culture-là. S'il se sentait menacé là-dedans, là, par exemple, les politiques changeraient, puis le discours changerait. D'après moi, je peux toujours me tromper là-dessus. Et c'est pas Pierre Poilievre qui va changer ça non plus. Hein? ben oui, tu le trouves à gauche. Tu trouves que c'est un homme de gauche, Poilievre? Il fait sa sortie hier, alors tout le monde a tiqué sur le fait qu'il accuse les maires d'incompétence. Alors bon, ça, c'est du petit sous-Trump à la canadienne, là. Hein, on fait un petit spectacle en ruant dans les brancards, mais il reste que Pierre Poilievre vient de reprendre le discours qui est celui des gens les plus à gauche de la gauche. J'entendais Émilie Nicolas à Radio-Canada récemment, la chroniqueuse du Devoir, qui disait exactement ça. Le problème actuel, c'est qu'on ne construit pas assez de maisons. Et là, Pierre Poilievre dit, vous voyez, ils ne construisent pas assez. C'était ça le cœur de sa critique à l'endroit des deux maires. Poilievre, c'était de dire, ils mettent un frein, hein, ils nous empêchent de bâtir suffisamment de logements. Autrement dit, pour Poilievre, si on était capable de construire 187 millions de logements demain matin, on pourrait accueillir 187 millions de personnes au Canada l'année prochaine. Ben oui. C'est un immigrationniste, multiculturaliste
absolument dans la continuité. Et, C'est un Trudeau qui prétend qu'il va mieux faire les choses que Trudeau. et tu dis il y Bien. avait presque le discours d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. J'écoutais hier le bulletin de nouvelles là, de Michel Jean dans l'après-midi à LCN et il recevait le porte-parole de Québec solidaire en immigration, le porte-parole en immigration, puis il disait, est-ce que vous êtes d'accord avec Pierre Poilievre? Et là, tu avais le porte-parole de l'immigration qui disait oui, mais pas tout, mais pas tout avec Oui, mais le non. programme de Pierre Poilievre. Là. Non, non, non. Il avait tellement peur de se faire associer à Poilievre, mais même lui, le gars de Québec solidaire, avait l'air d'être étonné que Pierre Poilievre prenne soudainement le discours de son propre parti. Ben, il est temps qu'ils prennent la température de l'eau et qu'ils arrivent en ville parce qu'ils ont la même position là-dessus. Évidemment, Québec solidaire, où, je reviens à Émilie Nicolas, ne se mettrait pas à dire que Valérie Plante et Bruno Marchand sont incompétents. Là, on comprend bien qu'ils sont de la même famille politique, mais ce qui est assez cocasse ici, c'est que Poilievre double tout ce beau monde-là sur leur gauche en disant « Vous êtes aux commandes, puis même vous n'êtes pas capable d'être à la hauteur des cibles himalayennes d'immigration canadienne. Moi, je le serai. » C'est ça qu'il dit, Poilievre. Il dit « Nous, on va remettre de l'argent aux villes quand les villes auront construit. » C'est une façon de dire ben, « Dépêchez-vous, puis construisez plus, puis vous serez récompensés. On va vous donner plus d'argent. » Alors que par ailleurs, c'est pas juste une question de logement, la capacité d'intégration, là, ça va beaucoup plus loin que ça, surtout pour le Québec, en tout cas, davantage pour le Québec. C'est une question de langue, d'identité. Ben justement, Nick, justement, parce que là, on dit c'est dangereux pour l'économie, c'est dangereux pour le filet social, c'est dangereux pour le système d'éducation, pour la santé. On parle pas de langue et d'identité. Et c'est aussi dangereux pour ça, mais on a peur, tu sais, le fameux discours de 1995 de Jacques Parizeau, c'est de la faute du vote ethnique, ça on a perdu, puis blabla. Puis là, depuis ce temps-là, les nationalistes ont tellement peur. Tu sais, c'est le nationalisme civique, etc. Mais toi, tu dis que là, ça commence... tu sais, ça fait longtemps, 95, puis là, il y a un nouveau discours décomplexé de gens qui disent, ben non, c'est un nationaliste pour défendre qui nous sommes, notre culture, notre langue. Que tu fasses le lien vers ça. Il y en a plusieurs qui situent, qui identifient le fameux discours de Parizeau comme une sorte de déclencheur, qui a de la mauvaise conscience, notamment des souverainistes québécois, des indépendantistes, qui, à partir de ça, se seraient complètement tue sur la question de la nation et de l'identité. Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Ça avait débuté avant le discours de Parizeau, ça. Depuis plusieurs années, le mouvement, notamment indépendantiste québécois, écoute, on était dans un contexte tout autre que le contexte actuel. L'indépendance était imminente, on la sentait réalisable, donc on était très solide dans notre identité, dans notre avenir. On était au point culminant des résultats de la Révolution tranquille, vers le milieu des années 90. Les choses allaient relativement bien pour le français, tout ça. Donc, les souverainistes se sentaient le devoir de montrer de l'ouverture et sentaient qu'il fallait mettre un peu de côté les questions qui fâchent, là, comme l'identité, pour aller chercher les 3-4% qui manquaient pour gagner. Alors, c'est ça qui s'est produit à cette époque-là. Et Parizeau a fait beaucoup de bruit parce que lui-même cassait la baraque lorsqu'il a dit ces mots-là. C'était pas seulement parce que soudainement, on n'avait jamais réalisé qu'il fallait pas être trop nationaliste, là. C'est pas parce qu'il arrivait de nulle part avec ça. Et donc, je mettrais un bémol sur le fait que Parizeau ait déclenché quelque chose. Par ailleurs, franchement, on va se le dire, là, Parizeau avait raison. C'est peut-être pas le bon moment de dire ces choses-là, mais c'était effectivement l'argent et un certain nombre de communautés qui votaient en bloc pour le non, qui se sont démarquées dans cette campagne-là. Mais donc, à l'époque, on était assez sûrs de nous, les Québécois de culture canadienne. Et donc, le mot « nation » est devenu un peu radioactif, infréquentable, etc. Le « nous ». Là, dire nous, on n'avait pas le droit. Toutes les communautés avaient le droit de dire nous, sauf nous. Mais là, tu trouves que là, ça revient. Ouais. Là. Ben, c'était comme ça déjà quand Parizeau a fait son discours. Déjà à l'époque, on ne disait pas nous et le nationalisme était mal vu. Mais là, maintenant, ça revient. Et c'est un phénomène occidental, un peu partout. L'intérêt national fait son retour.
à cause de la mondialisation, à cause du sentiment de dépossession de différents peuples, à cause des politiques social-démocrates et de gauche qui ont parfois amené un sentiment de dépossession dans la population. Je grossis le trait, là, mais ça vient avec la mondialisation aussi. Alors là, ça revient, puis au Québec, évidemment, dans notre contexte particulier, ça revient davantage. Là, on revient à l'ère de la survivance. Hein? On revient un peu au temps de pré-révolution tranquille. Là, on s'aperçoit qu'on décline à vitesse grand V. Montréal, c'est pas comique du tout en ce moment pour quiconque se permet de s'ouvrir les yeux, là. C'est une déferlante anglicisante comme moi, j'en ai jamais vu. Alors évidemment, ça redevient acceptable de parler de nation et même nécessaire. J'ai l'impression qu'on va tirer des leçons de ça. Enfin, je le souhaite. Je présume qu'à l'avenir, on ne congédiera plus aussi facilement le nationalisme. J'espère, c'est ça. Nation. Et qu'on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Merci, Nick Payne. C'est toujours un plaisir de te parler. Passe un excellent week-end et on se reparlera dans les prochains jours, bien sûr. Salut.